Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala3 Media, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute! Bonjour, alors merci beaucoup Sarah d'avoir accepté d'être sur ce podcast. Sarah, c'est l'entrepreneur derrière l'entrepreneur. On peut dire entrepreneur, podcasteuse. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est quoi ton titre? Quel titre tu t'attribues? Moi, je me considère comme une créative. Créative, parfait. Marketing de contenu, animatrice média. Voilà. Donc derrière la créatrice de A Woman Talk That Talk. Yes. Sarah, est-ce que tu veux un peu nous parler de ton parcours personnel, tes études, comment t'es arrivée au Québec et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, waouh, ouais. Grosse présentation. Grosse tu peux faire ça rapidement. Alors, rapidement, moi, je suis congolaise d'origine. J'ai migré en France à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai appris à parler français la première année. Je suis arrivée en classe de 3e. Et après ça, donc, j'ai fait collège, lycée. Ensuite, j'ai fait des études en tourisme. Et donc, j'ai eu mon diplôme, c'était un BTS tourisme en 2014, je crois. Et après, tout de suite après, j'ai commencé à travailler dans une agence on envoyait des jeunes à l'étranger pour faire des études d'1 an, tu sais, des échanges un peu comme, c'est quoi l'EF? Erasmus dans le sens, mais pour adolescents, c'était dans... ESF, non, ER, oui, je vois, exactement. Quelque chose comme ça, ouais, mais je me rappelle plus. Oui. Et nous, c'était YFU France, et on envoyait en fait des élèves au lycée faire une année. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à avoir les opportunités, que les jeunes partaient autant à l'étranger, comment est-ce qu'on grandissait en tant qu'individu quand on voyage, on expérimente des choses. Ça m'a donné envie de partir. J'hésitais entre le Canada et l'Australie. Puis finalement, ça a été le Canada parce que j'avais un boss australien et j'étais juste du personnage. Et je me suis dit, si tous les Australiens sont comme ça, non merci. Bien sûr, j'ai rien contre les Australiens, c'était ma mentalité d'adolescente à l'époque. Et à l'époque, il y avait beaucoup mes collègues avec lesquels j'ai étudié le tourisme qui partaient une année en road trip et tout. C'était un peu la mode à l'époque. Et puis moi, j'étais en mode, c'est pas pour moi, mais je me verrais plutôt en PVT au Canada. Et c'est comme ça que je suis venue. Ça fait déjà 4 ans. Et quand t'es arrivée directement avec un emploi dans le tourisme aussi? Non, justement, tu sais, j'ai eu mon BTS tourisme, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dans un domaine touristique tel que office de tourisme ou hôtellerie ou autre. Non, parce que j'ai fait de l'administration. Ok, ouais. Parce que tu sais, le fameux, quand tu as un diplôme, on demande toujours t'as pas assez d'expérience, il te manque de l'expérience. Et donc, le temps de la construire, finalement, j'ai bifurqué vers l'administratif. Mais toujours en lien avec les langues, avec un côté touristique, tu vois, pour me rappeler un peu. Et c'est comme ça. Et donc, quand je suis arrivée ici, j'avais tellement peur de ne pas avoir d'emploi que j'ai complètement... trouver de l'emploi dans un autre domaine qui était celui de la vente, s'il te plaît, rien à voir. Ah ouais. Je travaillais à Aldo pendant 1 mois et demi. Après, j'avais compris que c'était pas pour moi. Et donc, en boutique? Ouais, en boutique, Mont-Royal. La grosse en plus. Vraiment, ils étaient super sympas, superbe expérience, mais juste la vente, non, thank you. Et après, j'ai trouvé du travail. J'ai changé au moins 4 ou 5 fois en administration, en intérim.
avant de trouver mon entreprise pour laquelle je travaille jusqu'à maintenant. Et t'aimes ça, ce que tu fais? Ça se passe bien, mais j'ai fait le tour. C'est pas ta passion? Non, j'ai fait le tour. Là, c'est vraiment le moment où... d'ailleurs, j'ai posé ma démission pour décembre. Ah, waouh! Ouais. Félicitations pour cette grosse étape. Et j'ai vraiment envie de me trouver du travail dans le marketing, Ok. la communication et plus tard, devenir une créatrice de contenu à 100%, Génial. quoi. Ça Donc serait c'est ça vraiment que tu as envie de faire. le but, ouais. Donc tu voudrais devenir vraiment créatrice de contenu au sein d'une entreprise de marketing Là, ça serait le temps de m'installer parce que le but serait d'être entrepreneur, tu sais, à 100% de dépendre d'un média, de travailler pour ton média qui génère des revenus pour que tu puisses en vivre. Absolument. Et c'est pas évident, mais Oui, on y croit. Mais un média, c'est-à-dire, tu veux dire, par exemple, la presse ou vraiment plus globalement? Ouais, non, la presse, c'est un peu plus spécifique, là, Ouais. parce que c'est beaucoup d'informations. Mettons un média journalistique. Ouais, moi, ça serait, tu vois, genre Woman Talk That Talk, c'est vraiment comme un média magazine, genre, qui parle des femmes, qui va aussi collaborer avec des femmes locales, entreprises ou juste la pop-up culture, ce qui se passe aux alentours, mais toujours dans un but de promouvoir l'empowerment des femmes, l'affirmation de soi, le self-love. Un peu comme Urbania, puis tout ça. Ouais, dans c'est cette ça. vibe-là. C'est Ok, ça, nice. mais Ok. au féminin, genre. Ouais. Tu vois. Génial. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que je me suis dit. Et puis, Montréal, pourquoi pas Ben s'essayer. oui. En France, il y en a beaucoup, genre Oh My Mag, Ouais. Paulette, Mademoiselle. Mademoiselle, Période. Enfin, il y a plein. C'est qui la bosse aussi, tu vois, il y en a plein. Oui, c'est vrai. Donc, je me dis, peut-être que à la base, c'est parti d'un podcast, d'un talk show. Je vais me dire ça comme ça, un talk show, podcast. Et puis, après, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être tellement plus grand que juste une émission, tu sais. Ben oui, c'est Donc, sûr. ouais. C'est génial. Fait que là, du coup, en ce moment, t'es comme un peu en train de... Enfin, tu conjugues ton talk show qui mène à ton travail peut-être futur avec ton travail régulier. C'est ça. Et c'est facile ou est-ce que j'imagine que ça ne doit pas être toujours facile de conjuguer les deux? Non, pas du tout. Alors moi, la chance que j'ai, c'est que j'espère que mon collègue ni mon boss va écouter ce podcast. Même si on souhaite que ça ait beaucoup d'audience. Parce qu'en fait, moi, mon travail, il est très chill. Je l'ai choisi exprès. J'ai pas choisi un travail qui va me demander beaucoup dans la journée parce que je savais que j'avais besoin de me concentrer sur mon côté créatif de la création de contenu. Donc, c'est facile, non, parce que parfois, tu sais, tu es devant ton poste, mais tu es en train de penser, mon Dieu, il faut que j'invite un tel, il faut que j'écrive des scripts, il faut que je prépare. Je connais bien ça. Et donc... peut-être, je dirais, je suis une pas super bonne employée. Tu sais, pour être vraiment honnête et transparente, tu vois. Mais je fais mon travail. Mais c'est juste que parfois, tu sais, t'as cet extra que tu fournis à ton employeur. Et moi, j'ai pas ça à donner parce que tu l'as déjà ailleurs. ailleurs. Mais en même temps, tu penses pas que ce côté-là où tu te dis, genre, je suis mauvaise employée parce que je donne pas le extra step, tu penses pas que c'est quelque chose comme qu'on nous a construit? Parce que techniquement, on est censé travailler les heures pour lesquelles on est payé, puis les tâches pour lesquelles on est payé. C'est vrai. Le extra, ça vient comme de la culture un peu de performance, puis le fait de se réaliser dans son travail. Mais je pense que tu es complètement légitime de décider de faire un métier qui est comme alimentaire, le temps de développer ta passion. Ouais, c'est ça. C'est comme ça vraiment que je le considère en fait, ce travail. Et je l'ai jamais vu comme ça, en fait, en me disant c'est OK. Je me dis toujours, mon Dieu, si jamais je ferais plus, peut-être que j'aurais pu négocier une augmentation. Ou, après, je me dis, mais je ne suis pas légitime pour demander une augmentation parce que je ne fournis pas à 100%, à 1000% comme d'autres le feraient pour justifier, tu vois. Alors qu'en effet, c'est juste, tu fais ton travail et puis c'est ça. Il y a un gros mouvement en ce moment, je ne sais pas si c'est au Québec, mais j'ai vu comme justement Urbania et tout qui faisait des articles sur la quiet demission, un truc comme ça, où tu fais juste l'essentiel de tes tâches. Et je comprends que... pas tout le monde vit de sa passion. Quand on est entrepreneur, on fait tous notre extra step. Mais je pense que c'est correct. Ouais, je pense que c'est cool. Ouais, en France, il y a un peu aussi cette culture plus France, comme ça. Laisse tomber. Enfin, alors je pense que jamais j'aurais... Tu sais que mon projet de vraiment Woman Talk That Talk, il est né depuis que je suis à Montréal. Ah ouais, ça m'étonne pas. Parce que j'avais cet extra time. Je me disais, bon, peut-être c'est le moment de m'investir sur quelque chose qui fait du sens, tu sais, pour moi. Oui. Ouais.
Puis en plus, le fait que la culture ici, elle encourage un peu l'entrepreneuriat, les projets. Tout à fait, ouais. Ça doit aider, Ouais. j'imagine. Les gens me demandent, alors toi, tu fais quoi? Exactement, à part ton À part travail. ton- Qui es-tu qui vraiment? Ça, c'est la classique. Et, parce que tout le monde est fondatrice, tout le monde a fondé quelque chose, tout le monde fonde et t'es en mode, je sais pas, je suis juste là, j'existe. Non, mais tu fais quoi en vrai? C'est quoi ta passion? Exactement. Donc, ouais. Tout le monde s'identifie à quelque chose d'autre. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est essentiel aussi. Hein. Ouais. Ouais, je pense aussi. Parce que même quand on fait un métier de passion, c'est bien d'avoir des à côté. Ouais, c'est vrai. Ça te permet de t'épanouir sur différents aspects de la vie et d'apprendre aussi sur différents sujets parce que chaque projet t'emmène vers de personnes différentes et t'apprends de chaque rencontre, chaque échange et chaque collaboration si tel est le cas. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu sais, je trouve aussi il y a comme un danger au fait de se réaliser seulement à travers son travail. Ouais. Parce que le jour où il y a quelque chose ou si ça marche moins bien, tu sais, ça fait tout de suite comme un impact sur ta confiance en toi, en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, cette idée, donc c'est venu un peu de ton entourage, de ton entourage dans un sens plus global de la ville, en fait, à Montréal, des gens que tu rencontrais, ou est-ce que tu as déjà des entrepreneurs dans ta vie? Est-ce que tu avais déjà entendu un peu ces mouvements-là? L'idée de créer Woman Talk That Talk? Ouais, de te lancer là-dedans, dans ce genre de projet. Non, en fait, moi, j'ai toujours créé, tu sais, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été dans... Soit je fais des vidéos de danse ou des vidéos où je parle toute seule. Mais je trouvais jamais vraiment le format dans lequel je voulais travailler ou m'investir. Donc, quand YouTube avait... c'était en fait, comment je dirais ça, quand YouTube a commencé à faire parler de lui-même, quand la venue des blogueuses, des blogueurs, à l'époque on ne disait même pas influenceurs, c'était blogueurs, blogueuses, youtubeuses. Et à ce moment-là, moi j'avais une chaîne YouTube que j'avais ouverte en portugais, parce que moi je parle portugais, et je voulais pas que les gens sachent... mon entourage apprenne que je me lance sur les réseaux sociaux. Donc, pour cette honte-là, je me disais, bon, je suis en France, je vais faire en portugais comme ça. Tous ceux qui sont en France ne vont jamais tomber sur moi parce que ce n'est pas la langue qu'ils parlent. Ouais. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos, mais c'est des vidéos de beauté. Ok. YouTube, c'est bonjour les filles. Ouais, je vois très bien. En fait, je l'ai fait. Puis à un moment donné, je pense que la maturité aussi, je grandissais, j'apprenais sur différents sujets, je prenais conscience de moi, pas mon statut de femme, mais que je devenais une femme en fait. Et qu'il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas. Et puis il y a des choses aussi que j'ai appris justement auprès de copines, auprès des femmes, et je me suis dit ça serait bien d'avoir une émission féminin. Et puis j'ai toujours été les Oprah Winfrey et tout ça. Je pense que je suis pas la seule qui va dire ouais machin, qui va dire non mais c'est venu de moi, non, parce qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude là. Donc on n'a pas inventé l'eau chaude. Donc du coup je me suis dit j'aime parler. Ça fait déjà des années que je parle devant la caméra. Donc, si je commence à interviewer des copines, ça devrait être cool de connaître un peu leur... Au début, je voulais vraiment juste savoir leurs petits secrets. Hein. Genre, comment tu fais ça? Qui t'a appris à faire ça? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, je l'ai vécu. Est-ce que toi, tu l'as vécu pareil? Ça a toujours commencé avec des histoires de garçons. Alors, les rendez-vous? Les potins. Ah oui, ouais. Les premières fois, des choses comme ça. Puis après, je me suis dit... Parce que, tu sais, quand tu commences quelque chose, tu commences d'un point de base banal. Mais plus tu évolues dessus, tu vois que tu peux aller tellement plus loin, tu peux apporter tellement... Puis les gens que tu rencontres vont tellement te challenger. Absolument. Et du coup, c'est devenu Woman Talk That Talk. C'est drôle que tu dises que justement tu avais fait ta première chaîne en portugais parce que tu étais comme gênée qu'on découvre. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment... ça existe pour beaucoup de femmes. Ouais. Il y a, nous, on accompagne souvent des clientes et tout qui nous disent qu'elles sont trop gênées pour parler ouvertement, qu'elles sont créées un podcast, puis elles le créent sur le côté. Et puis je trouve que c'est drôle alors que les femmes sont tellement présentes quand même dans cette sphère-là, mais en secret. Je pense que c'est bien que les femmes reprennent le contrôle du narratif de leur propre... C'est parce que, tu sais, c'est un peu la honte. À l'époque, en tout cas, c'était un peu la honte parce que... Je comprends absolument. YouTube, maintenant, c'est devenu une... Genre, t'as des youtubeuses, Lena Mafouf, qui est allée
au Met Gala. Oui, c'est ça, exactement. Et Emma exactement. Chamberlain, elle est partout, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est reconnu. Mais à l'époque, c'était un peu, mais la honte, tu fais quoi sur Internet? Qu'est-ce que tu fais? Genre, on va t'exposer à l'école. C'est exactement, c'est drôle, je relate tellement à toi. Genre, je pense que beaucoup de podcasteuses, on a peut-être commencé comme ça. Oui. On a toujours été intrigués par tous ces milieux, puis on était comme trop gênés. C'est tellement ridicule d'avoir honte de ça. Mais maintenant, c'est un métier qui est oui. approuvé, qui est validé par tout le monde. Mais oui. Alors que... C'est ça. Les gens qui ont cru en eux à ce moment-là, tant bien que mal, aujourd'hui, c'est des références dans le milieu. Exact. Tu vois. Exact. Donc, mais je serais curieuse de savoir si c'est la même chose au Québec, parce que je pense qu'on a tous les deux des expériences françaises par rapport à ça. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé le podcast en étant au Québec, donc c'est complètement... voilà, toi aussi. Donc, tu sais, c'est pas la même approche. Peut-être qu'en France, on aurait eu honte, je sais pas. Ouais, bah, je pense aussi. Moi, je l'avais commencé, les premières interviews que j'avais faites, c'était avec des copines et c'était en France. Ouais. Mais les copines ne voulaient pas que je partage la vidéo. Ah, voilà. Ouais. Et moi, je me disais, mais c'est tellement bien ce que tu dis, mais pourquoi tu veux pas? Puis elle me disait, bah, je sais pas, on va parler et tout. Mais quand je suis arrivée à Montréal, c'est vraiment une étincelle, en fait, qui s'était comme allumée. J'avais beau vouloir éviter l'idée et ça me revenait tout le temps. Et avec des idées, c'était clair, c'est tellement clair. Et je me disais, dans tous les cas, personne ne me connaît ici. Je suis arrivée avec 2 valises, on me connaît pas et ça va être comme, ah, t'as toujours fait ça? Ouais, cool. Tu vois? Bah ouais, t'as pu réinventer qui tu étais. C'est ça. En l'utilisant. Ouais. Je pense qu'un nouveau départ te donne ça aussi. Ouais, c'est vrai. T'as une confiance qui est différente. T'as complètement raison. Tu peux être la personne que t'as envie d'être. C'est ça. Et créer, en fait, qui tu es. Et est-ce que tu veux nous parler un peu, du coup, de Woman Talk That Talk, genre maintenant, comment ça en est? C'est quoi tes projets avec cette talk show? Question. Bah, je vais dire sans trop en dire. Parce que parfois, j'ai tendance à dire plein de choses. Et après, j'ai l'impression que, tu sais, quand tu en dis trop sur un projet sans avoir réalisé, c'est comme si ça perdait un peu son effet magique, tu vois. Je pense. Donc, Woman Talk That Talk, aujourd'hui, c'est un média qui a commencé par un talk show. Le projet du talk show, il est toujours là. Il est présent. Aujourd'hui, c'est 5 saisons qui ont été réalisées avec 10 épisodes chacun à peu près. On interviewe vraiment des femmes sur différents sujets. Aujourd'hui, je le définis comme une plateforme qui s'interroge sur l'identité et la place de la femme en société. Et ça reste assez large parce que ça me permet d'aller chercher différentes communautés. Et là, je suis une femme noire, donc forcément, je donnais plus la parole aux femmes qui me ressemblent ou des questions qui ont besoin de plus de visibilité. Mais je vais aussi aller chercher, tu vois, des sujets qui t'allument. C'est ça, qui m'allument, que je pense important aussi à partager avec d'autres femmes, peu importe leur origine. Et ce qui m'importe vraiment, c'est le discours et la façon dont elle va impacter une autre femme, tu vois. Donc, s'inspirer des parcours, de l'expertise. J'ai eu des gens qui étaient... à la saison 5, par exemple, j'ai eu une madame Geneviève Ferrand, qui est comme la fondatrice d'une clinique d'esthétique, qui fait des chirurgies esthétiques. Quand j'ai commencé, jamais j'aurais pensé que ça m'amènerait vers elle. Et donc, c'est cette croissance-là, ce partage de connaissances que j'aimerais vraiment apporter aux femmes, dans le but de les aider dans l'affirmation de soi, leur éduquer sur des sujets qu'elles ne connaissent pas. Et donc, c'est un talk show, c'est un média sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, et que j'aimerais que ça devienne vraiment grand, tu sais, sur lesquels j'aimerais grandir aussi, pas qu'être toute seule, parce que c'est pas évident de penser à des contenus toute seule. C'est sûr. De s'informer, d'être à l'affût de tout ce qui se passe. Et je suis une Française qui habite à Montréal, donc il y a forcément des milieux que je ne connais pas ou des domaines. Donc, c'est tout ce travail-là que j'aimerais approfondir dans l'avenir pour que toute femme, que ce soit la francophonie, toute femme de la francophonie, je dirais, puisse s'identifier en fait aux sujets qui sont abordés. C'est large, mais en même temps, c'est restreint parce que c'est pour les femmes, tu vois. Ouais. Donc, l'avenir, j'aimerais continuer à produire des vidéos, raconter des histoires au travers des vidéos et l'audio avec le podcast, ouais. Il y a combien d'épisodes à peu près par saison en général? Ah, il y en a 10 par saison. Donc, tu as fait une 50aine d'épisodes. Ouais, quand même. Non, wow. Sachant que la dernière saison, j'en ai fait 8. Okay. Parce que budget impose. Ouais, mais on peut dire que c'est presque une 50aine. Ouais, presque une 50aine. Sachant toutes les capsules en plus que tu fais, parce que tu as bâti une communauté énorme là, qui est super bienveillante et qui a l'air vraiment de te soutenir. Vrai. Ouais, elles sont cool. Et c'est quoi un peu, comment tu as fait pour bâtir cette stratégie de créer une communauté? Est-ce que c'était ça depuis le début, ton objectif? Non, pas du tout. Tu sais, quand je t'ai dit, moi, j'ai commencé vraiment avec la honte, genre. Ouais. J'y vais, mais j'y vais pas.
Puis, disons que, parce que moi, j'ai Woman Talk That Talk, qui est le média qui parle des femmes, qui raconte des histoires et, à travers des vidéos, mais il y a aussi Sarah Mbala, qui est du coup la créatrice de contenu, qui parle d'empowerment, des contenus inspirants et relatable. Et en fait, pour Sarah, ça a été un autre parcours, parce que Woman Talk That Talk, je pouvais me cacher derrière d'autres femmes. Donc, j'étais pas toute seule. C'était interview, donc je suis pas toute seule. C'est pas moi qui raconte ma vie, c'est les autres filles qui parlent d'elles et de leur histoire pour aider les femmes. Mais Sarah Mbala, ça a été une autre chose, parce que je pense que cette année, je me suis vraiment décidée de me faire vivre, d'être moi, d'arrêter de faire semblant, d'être quelqu'un que je ne suis pas, ou de parler comme certaines femmes devraient parler, ou de créer un contenu qui va s'aligner avec tout le monde. Donc là, cette année, j'essaie vraiment de créer des choses qui m'identifient, qui me ressemblent. Donc cette création-là, la stratégie a été d'être moi-même. Déjà, ça sonne cliché, je sais. Non, mais c'était vraiment quand j'ai commencé à être moi et à porter la voix sur des sujets qui me concernaient. Et la façon dont je racontais, je trouvais que beaucoup de femmes s'identifiaient sur les récits que je racontais, que ce soit de la vie amoureuse, que ce soit j'étais la phase un peu où je traverse la trentaine, donc j'étais en mode « Ah, mon Dieu !» Et j'ai eu plein de femmes qui se sont identifiées à ça, et ça a fait un boom sur mes réseaux. En 6 mois, je suis passée de 4000 cas à 24. C'est tu fou, vois, hein. c'était incroyable. Ouais. Je me dis, mais waouh, j'étais moi-même. Tout ce temps, je faisais copier comme tout le monde. Et en fait, à un moment donné, je me suis juste dit, OK, ça, c'est le sujet que je pense va parler ça me parle à moi. Je me questionne sur ça. Viens, je vais en parler. Et je veux voir comment est-ce que ça va être reçu. Et ça a été reçu. Mais je pense que quand t'es vrai et les gens voient, en fait, la sincérité dans tes mots, et elles s'identifient, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, dans la création de contenu, c'est vraiment faut que tu parles à la personne qui te regarde. Et il faut qu'elle se sente touchée par ce que tu dis. Ou si ça a l'air trop grandiose, elle va dire, bah, ça ne me concerne pas. Si ça a l'air trop, trop, en fait, sur la surface, bah, elle va pas s'identifier. Mais quand vraiment, tu arrives à trouver la façon de communiquer, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le temps le cas. Genre là, en ce moment, je suis en pause, en mode, mon cerveau, il est juste blackout. Mais ça fait partie... Ouais, du processus. C'est ça, exact. Et c'est OK. Et je suis OK avec Exactement. ça, tu vois, mais... Donc, c'est ça. Et je pense que tu as complètement raison. Quand on est soi-même et qu'on est complètement authentique et transparent, je pense que c'est ça que les gens recherchent au final. Hein. Mais c'est pas évident. Hein. C'est sûr, il faut être vulnérable. Ouais. Et ça, c'est hyper difficile. Être publiquement vulnérable. Ouais. Moi, c'était un exercice. J'en suis certaine. Intense. Ah, mais c'est sûr. C'est certain. Ouais, non, c'est pas évident, mais je pense que ça vaut la peine. Et quand je dis que c'est pas facile, c'est parce que de nos jours, c'est tellement plus simple d'être comme l'autre, de faire comme quelqu'un d'autre, de faire comme ce qui marche, de tendre vers la similarité. Et quand tu décides je dis pas que je suis en train de faire quelque chose de nouveau, que je réinvente quelque chose. Non. Tout ce qui est la vie, c'est un éternel recommencement. Donc forcément, il y a des gens qui sont venus avant moi qui font. Mais je pense vraiment c'est de piocher ce qui te ressemble, en même temps de te l'approprier de façon à ce que tu le transmettes comme toi tu le ferais, pas comme l'autre le ferait à ta place. Ouais. C'est ça. Ton dernier projet un peu qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux, c'était Soror. Tu t'es associée avec 2 autres femmes. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce projet? C'est quoi la jeunesse? Comment vous avez eu l'idée? Pourquoi tu t'es dit que tu allais t'associer? Comment tout ça? Ouais, j'aime bien comment tu as dit. Ça fait du bruit sur les réseaux. Yes. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup vu. Hein, mais peut-être que c'est dans le milieu féministe / podcast qu'on a beaucoup vu. J'avoue aussi quand vous avez bien bombardé de com dans tous les coins. Soror, en fait, Soror, c'est né depuis que je suis petite, en fait. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux médias sociaux et tout ça, j'ai toujours eu cette image d'avoir un live show, un live talk. Mais ça avait l'air tellement, tellement loin, tellement impossible de faire. Et quand j'ai rencontré les filles, en fait, ça m'a semblé possible. Parce que comment on s'est rencontrés, Emmanuelle du podcast La Zone Podcast, en fait, elle nous a convoqué un peu à un mastermind podcasteuse
médias. Et en fait, on se rencontre, puis on partage nos vécus, nos expériences en ligne et sur les réseaux et tout. Puis moi, je les regarde. On était aussi avec Adeline. D'ailleurs, en fait, il y en avait plus de femmes qui devaient se rendre à l'événement, à cette rencontre. Ouais. Mais finalement, on s'est retrouvés qu'à 3. Ok. Et en fait, on parlait. Puis en fait, je les ai regardés. Et quelque chose m'a juste dit, vas-y, genre, c'est le moment, tu vois. Ce que je leur ai dit, est-ce que ça vous dit de faire un événement live? C'est juste ça. Ben oui. Ça veut faire un événement live. Puis elles me disent, ah bah ouais, carrément. Ah mais ouais, carrément. En plus, ça va être trop bien. Et puis, Adeline avait fait, bon, on devrait l'appeler Soror et tout, sororité. Et puis, à force, on a trouvé la ligne éditoriale sur comment est-ce qu'on voulait trouver le format, parce qu'on a fait un format assez différent quand même, je dirais. En fait, on a fait un mélange d'ateliers, de performances artistiques et de conférences live. Et donc, on a eu une centaine de femmes qui étaient présentes. Génial, ouais. Et c'était vraiment incroyable, parce qu'on se dit, on est 3 femmes immigrantes ici à Montréal. On est arrivées toutes avec 1 ou 2 valises. Et 3-10 ans après, tu sais, tu arrives à rassembler autant de femmes qui... Puis on a parlé vraiment des sujets. C'était un événement qui visait les femmes de la diversité culturelle de Montréal, tu sais, qui les mettait en lumière. Donc on avait des femmes qui sont actives et qui créent du changement à Montréal. On l'a appelé ces femmes qui changent nos narratives. Donc c'était vraiment des femmes qui sont dans leurs différents domaines. On avait Jamila qui a son média Sayaspora qui amplifie les voix des femmes de la diaspora africaine, des jeunes femmes. Puis on avait, exemple, Mona Lisa Prosper. Ah oui. Elle, c'est la directrice de la jeune chambre du commerce des femmes du Québec, puis ouais, et de plein d'autres choses là. Ouais, Futurpreneur en ce moment. Elle a le mandat pour les Black entrepreneurs noirs. Et tu sais, c'était vraiment ce mélange-là. Puis on avait des chanteuses, des slameuses. Puis c'était incroyable. Puis en fait, c'était fou de voir le nombre de femmes qui se sont mobilisées. Mais oui, ouais. Pas que Montréal, le Québec entier était Génial, là. Ouais. Et qui nous disaient merci, on avait besoin de ça, on s'est retrouvés, on a parlé des sujets qui nous ressemblaient. Après, on ne dit pas qu'on va forcément se concentrer que sur ces sujets-là. Mais pour une première, c'était important, tu sais, de parler de nous. Oui. Et puis, on espère l'année prochaine, on compte ça va devenir un événement en fait de l'automne. Génial. On donne rendez-vous à toutes les femmes de Montréal qui viennent se joindre à nous pour différentes thématiques. Et c'est ça. Génial. Donc, l'idée est venue de ça, en fait, une envie de créer ensemble. C'était vraiment ça, on va créer ensemble, on est soror. Les femmes peuvent travailler ensemble et on l'a prouvé. Mais félicitations encore. Merci Vraiment beaucoup. Un beau projet. Puis je pense que le timing était parfait après la pandémie. Tout le monde avait envie de se retrouver, de pouvoir discuter ensemble et tout ça. C'est vraiment le fun. C'était pas facile. Ben, j'en suis sûre. Ouais, beaucoup de défis, mais on les a relevés haut la main avec ça une valait belle la équipe. Peine, tellement la peine. Ouais. Je pense que c'est quand tu crées ce genre de projet, que ça soit même un petit atelier ou un événement avec une centaine de personnes, une grosse conférence de 1000 personnes, je pense que faut avoir les personnes qui ont une vision à peu près, pas la même, parce que c'est pas souvent le cas, mais à peu près similaire, ou alors que tu arrives en fait à communiquer, à transmettre. Nous, on a beaucoup communiqué et on avait en fait une bonne éthique de travail. Trouver des gens avec qui tu peux bien travailler malgré les différences. Ben oui, c'est sûr. Puis trouver des gens qui travaillent comme toi aussi. Ouais. Parce que des fois, plus ou moins. Mais plus ou moins. En tout cas, qui comprennent ta manière de travailler. C'est ça. Et que toi aussi, tu sois capable de t'adapter à leur façon de travailler. Complètement. Ouais, ça, c'était le challenge. Parce que je pense qu'on a tous en souvenir des travaux d'équipe d'école. Où il est 3h du matin, puis là, tu es en train de corriger tout le devoir au complet avec la mise en page. C'est vrai. Donc après, au travail, surtout, je trouve, quand tu mets tellement de valeur puis d'amour dans un projet, c'est un partenariat qui est tellement important. Ouais. Et contrairement à l'amitié. Oui, c'est ça, exact. C'est ton bébé en même temps. C'est pas que le tien. Tu le gardes partagé avec 3 autres personnes. Exact. Tu peux pas faire de compromis sur les valeurs, sur les choses importantes pour toi. Ouais, c'était challengeant, mais c'est rare en plus avec des gens que tu connais pas parce que tu sais pas à quoi t'attendre. C'est vraiment ça. Nous, on ne se connaissait pas. C'est-à-dire, on est allé dans une réunion, on s'est rencontrés pour, comme un réseautage.
Et puis, moi, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a dit que je pouvais leur faire confiance pour partager ce projet-là avec elles. Puis finalement, le projet est devenu le leur aussi. Donc aujourd'hui, c'est notre projet, tu vois. Donc c'est ça qui est beau aussi. T'as écouté ton instinct, puis ouais, c'était feu vert. Je me suis dit, parce que, tu sais, entre filles, parfois, ça peut aller dans les sens, dans le même sens ou dans le sens contraire. Tu sais, ça peut être comme, ouais, mais pour qui tu te prends? Non, mais jamais ça va marcher, mais Montréal, pff. Ou alors ça peut être ok, mais vas-y d'abord, tu vois. Et là, c'était let's go. Sororité. Ouais, sororité. À l'instant même. Ouais, c'est ça. C'est vraiment beau de voir ça parce que quand il n'y a pas d'amitié, qu'on ne sait pas, c'est plus difficile, c'est plus challengeant. À n'importe quel moment, une de vous aurait pu claquer la porte, puis ça se serait arrêté là. We were close. On n'était pas loin. Ah ouais. À plusieurs reprises. Mais comme je dis, la vision et le projet étaient plus forts pour qu'on sache comment se réadapter, comment travailler, comment prendre du recul. Ça te fait grandir aussi. C'est sûr. Tu sais, ça te fait grandir. Travailler en groupe, là, ça te fait grandir. Ça te fait apprendre sur toi et sur les autres aussi. Puis des fois, je trouve que c'est comme une bonne façon de voir par toi-même quels sont tes mécanismes de défense, puis qu'est-ce qui te fait réagir. Ouais. Jusqu'où tu peux aller. Ouais, non, c'est vrai. Tes limites et sans doute. Savoir aussi ton ego où il se place, puis arriver à le... Moi, le mien, il était loin, là. Ah ouais, t'as senti que c'était un de tes obstacles. Ouais, par exemple, bon, là, j'ai révélé un peu les coulisses, Manu, excuse-moi. Mais genre, avec Manu, genre, on était vraiment très, pas rentre dedans, mais presque. Ouais, je tu vois, parce que on avait des fortes personnalités, Adeline aussi, tu vois, mais, et du coup, c'était très, ok, moi, j'ai dit ça, moi aussi, j'ai envie de dire ça, comment on trouve le juste milieu, qui a raison, qui a tort, mais en fait, on a toutes raison, mais comment est-ce qu'on va essayer de, tu vois? Je peux complètement relate. C'était quoi les plus gros défis? Est-ce que c'était trouver une salle ou vraiment savoir que vous alliez avoir autant de personnes? C'était l'incertitude, en fait. Ouais. C'était une première et en fait, c'était vraiment, est-ce qu'on va le faire? Ouais. Et c'était ces moments-là, en fait, qui montaient parfois la pression parce qu'on se disait... On y mettait de notre poche, on n'a eu aucune aide, on n'a pas collaboré avec des banques, des jardins, des choses comme ça, comme on a l'habitude de voir. Donc, c'était une première, on ne connaît pas vraiment beaucoup de... Là, ça commence à devenir intéressant, mais de porte ou frapper pour demander un financement et tout. Donc, comme on l'a mis de notre poche, c'était une mise qui était aussi risquée. Ben oui, c'est parce sûr. Parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait faire perte ou au moins être... break-even, atteindre le... Rentabilité minimale. C'est ça, minimale. Et donc, pour moi, se rembourser ce qu'on a investi, tu vois. Et donc, ça, c'était vraiment la pression, le gros défi, je dirais. Après, c'était aussi un peu la gestion de l'humain, tu sais, parce qu'on a eu beaucoup d'intervenantes. Donc, il fallait gérer les discussions et puis les disponibilités, les réunions, les absences, les annulations. Ouais. Ça, c'était... Mais je dirais pas que c'est la grosse partie. C'était vraiment dans le concret, c'était la pression qu'on avait. Et du coup, la communication, comment est-ce qu'on allait la refaire? Comment est-ce qu'on allait le marketer, le produit? Est-ce qu'on s'est beaucoup aussi fait aider de médias collaborateurs? On est allé chercher des gens pour nous aider à faire la com de l'événement. Donc ça a beaucoup aidé. D'autres nous ont claqué la porte. Mais ça, c'est le jeu. Et ouais, non, c'était vraiment la pression jusqu'au bout. C'est jusqu'à la dernière minute, on a vendu des places. Oh, wow. Ouais, vraiment, parce que dernier jour, je pense, le dernier billet était vendu le 2 octobre à midi 41. En même temps, ça m'étonne pas. Moi, je serais du genre à aller dernière minute un événement. Ouais. Je serais comme, il m'intéresse, j'ai du temps, ok, j'y vais, c'est bon, sur un coup de tête. Tant pis si je suis toute seule. Alors que si je m'organise, je peux faire les deux, en fait. Ouais. Nous, ça nous mettait là. Ah, c'est sûr. Et là, c'était vraiment un défi parce qu'on se disait, mais on n'a pas vendu. Genre, je pense qu'on était à la 3e semaine, non, à 2 semaines de l'événement. On était genre à 40 places. Ah ouais, je comprends. Et on se dit, mais comment on va rembourser la salle? Ouais. Ça me rappelle mes souvenirs de quand je faisais des événements là. Oh là là. Ouais. Je me suis dit, mais comment on va rembourser la salle? Comment on fait? Et on se regardait. Personne ne disait rien, mais il y avait une tension entre nous. On disait, mais on va se rentrer dedans. Puis là, t'appelles tes proches, tu te dis, ramène ça, c'est bon, parce qu'il faut remplir la salle, là, sinon c'est encore pire quand elle est grande puis à moitié vide. Ouais, c'est ça, même tes proches, parce qu'on est là, on n'a pas vraiment de grande famille ici, parce qu'on est tout expat. Ben oui, c'est sûr. Donc, pression fois 30, ouais, non, c'est clair. Mais c'était bien. À la fin, c'était bien qui finit bien. On a fait break-even, on a même fait une certaine une petite marge de récompense légère, mais ça nous a fait du bien quand même. Oui. On a payé tous nos prestataires, nos intervenantes, donc
Yeah, we did it. Et puis de toute façon, c'est complètement légitime, même si vous aviez fait un gros bénéfice, quand tu mets autant d'efforts et de risques dans une situation, c'est normal de recevoir une récompense. Mais les gens veulent savoir, hein, ils te demandent alors. C'est vrai. Je te dis ça. Bah écoute, t'as travaillé, tu pourrais aussi fournir une fiche de travail C'est de ça. toutes tes heures. Ton Je te taux horaire jure. finalement devient très très bas. Ouais, C'est on l'a presque du mérité. bénévolat. Ouais, on l'a mérité. Mais vous avez bien fait, puis félicitations encore, vraiment. Et sur le mot de la fin, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait partir une émission ou qui voudrait partir un média dans lequel pour s'exprimer et qui aurait peut-être de la honte? Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu peux même parler à ta Sarah de l'époque. Ouais, on parlait à ma Sarah de l'époque, mon Dieu. Et je lui dirais, t'as pas besoin d'être parfaite. Tu ne seras jamais parfaite. Tu vas toujours trouver des défauts chez toi. Parce que moi, avant, mon gros... ce qui m'empêchait de parler, c'était j'avais peur de mon accent. Parce qu'on me le pointait souvent, t'as un accent et tout. Et c'était très difficile pour moi de me dire, ok, j'ai parlé en français, tout le monde ne va regarder que ça. Mais en fait, ce que tu as à dire, parfois, est tellement important, plus important. Et donc, je pense qu'il faut que tu laisses ton pourquoi parler plus fort que ta honte, en fait. Donc, toute personne qui est là, qui écoute et qui se dit, tu vois, moi, je veux parler. Si ça te tient à cœur, si ça te revient plusieurs fois la nuit, ça t'empêche de dormir ou t'es en train de manger, t'as l'idée qui vient comme une vision, franchement, laisse-la parler plus fort que ta honte parce que tu vas pas être déçue. Et si t'es pas prête, c'est pas grave. Pars sans être prête et puis tu verras que c'est sur le chemin que tu vas te faire des copines, des copains et des skills aussi, des outils qui vont t'aider à aller plus loin. Et généralement, quand tu commences, tu sais, c'est comme quand tu fais le ménage, t'as pas envie. Puis une fois que tu touches une assiette, et puis tu te retrouves en train de nettoyer les toilettes, et puis la douche, et puis c'est la même chose. Donc commence et laisse ton pourquoi parler plus fort que tout autre blocage que tu peux avoir. Ouais, je dirais ça. Génial, merci beaucoup. Ça Mais fait un très beau mot de la fin. Ah, merci j'essaie. beaucoup pour ton temps en tout cas. Merci beaucoup.